Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine, merci de m'avoir invité. Tu as un profil qui m'intéresse tout particulièrement pour plein de raisons. Et je vais te dire les deux principales. Tu as été très médiatisé pour avoir été proche d'une secte, avec Oui, tout ce que ça implique comme manipulation. Tu as été la témoin directe des techniques, oui. de la façon de faire, des scénarios de ça. Et la chose pour laquelle je suis si content de t'avoir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on étudie un peu l'extrême, Mhm. la partie la plus tordue, la plus manipulatrice, on arrive parfois, par contraste, à voir sa propre partie, son quotidien, avec son mari, sa femme, son boss, ses amis, toute cette manipulation. Donc je suis tellement content que tu aies accepté cette Merci, interview aujourd'hui. merci pour l'invite en tout cas, je suis contente aussi. J'aime bien ton énergie comme je t'ai déjà dit. Bon bah, merci beaucoup. Tu es auteure, conférencière, exploratrice des mécanismes de guérison. Tu as été dans ton enfance marquée par les emprises sectaires. Oui, Il y a eu des décès mystérieux, il y a eu des violences, il y a eu des effondrements physiques, il y a eu des maladies qu'on te disait incurables. Et aujourd'hui, tu écris un livre qui s'appelle Silence. Je reprends le contrôle de ma guérison. oui. Alors quand je dis reprendre le contrôle de ma guérison, c'est la guérison intérieure, émotionnelle et physique. Génial. Voilà. Parce que la deuxième chose dont je te parlais et qui me fait tellement plaisir de t'avoir ici aujourd'hui, c'est de montrer à des gens que même en étant sous emprise, même en ayant vécu les pires choses sur Terre, et c'est Oui. l'histoire que tu nous raconteras aujourd'hui, on peut s'en sortir et être encore plus heureux après. Mais en fait, c'est Donc, ce que donc j'ai tu découvert. deviens, Ouais, in fine, un modèle en ayant vécu le pire probablement que ce qu'on a tous pu vivre ici, et en étant encore plus heureuse à la fin, en montrant à ces gens qui pensent parfois que on peut pas s'en sortir, on mhm. peut pas aller mieux, qu'en fait c'est possible. On peut même être plus heureux que la moyenne en fait. C'est ce Et même être plus heureux que que la j'ai moyenne. ouais, c'est ce que j'ai constaté, alors à condition de travailler sur ces traumas, hein. Mais on en parlera ensemble. Voilà. J'aimerais qu'on commence bizarrement, pas de manière chronologique, mais plutôt par la manière dont on t'a connu. Un Oui, jour, une personne t'appelle et te propose de faire une télé-réalité, oui. et tu acceptes en te disant, c'est probablement de cette manière que je pourrais montrer un peu toutes les horreurs qui me sont arrivées, mais ça se passe pas exactement comme prévu. Non, Et si quelqu'un te reconnaît aujourd'hui, c'est probablement de cette émission. probablement, beaucoup de Français me reconnaîtront peut-être à travers cette émission, donc c'est je peux le dire. C'était Bien Secret sûr. Story, saison 4 en 2010, donc c'était un peu les premières télé-réalités. Mais à la base, j'avais pas été castée pour ma vie. J'avais été castée parce que j'étais l'une des premières femmes producteurs et DJ dans le milieu d'électronique. Et puis je jouais du Keitar, j'ai mon propre label, puis à la base, c'est ça qui les avait attirés. Et finalement, bah, ils te font ton histoire de vie. Là, ils ont dit, oh là là, tu as vécu dans une secte, c'est génial, tu vas pouvoir faire ton livre. Et puis finalement, bah, ils ont joué avec mon histoire. Et les médias ont transformé ma vie dans la presse. Donc c'était comme si je revivais mon histoire d'une manière différente. Et c'est ce qui m'a aussi rendu malade, en fait, à cette période-là. Je Le pense qu'on f- va le développer tu après. t'es dit, tiens, c'est peut-être l'occasion que mon histoire soit relatée, que ça aide plein de gens, ce qui Mhm. n'a malheureusement pas été le cas parce que Non, l'histoire a été mal médiatisée ou transformée pour faire un peu de buzz, exactement. comme ils savent très bien le faire. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, tu en sors et tu en sors plus malade qu'avant. Non seulement il y a eu des abus et une violence dingue dans ton enfance, mais en plus, à la fin, au moment où c'est enfin médiatisé, c'est mal médiatisé, on comprend pas précisément ce que tu as vécu. Exactement, tout à fait. C'est ce qui m'a déclenché, en fait, une fibromyalgie. Bon, suite à Waouh. ça, mais suite aussi, tu as probablement dû lire le livre, que je vis des phénomènes depuis mon enfance, hein, des phénomènes non ordinaires, ce qui m'a amené à collaborer avec des scientifiques qui étudient les états modifiés de la conscience. Et puis ça, plus ce que je vivais en moi, j'ai rejeté mes facultés, ça a fait un cocktail et le corps, il a complètement lâché. Le corps prend le relais quand le mental tient. Parce que moi, je me suis lancée dans une vie effrénée, mon caractère, j'ai pas voulu voir ce qu'il y avait, et le corps, il te rappelle à l'ordre un jour ou l'autre, quoi. Si on revient maintenant à ton enfance, maintenant qu'on voit comment est-ce que les gens t'ont connu, Mhm. tu as fréquenté un monde sectaire dont tu as été la témoin directe, Oui, n'étant pas toi-même celle qui est entrée dans cette secte, même non, si par la suite ils ont essayé, mais c'était ta mère alors que tu étais toute petite. oui. À quel moment tu t'es rendu compte que ta mère était sous emprise et qu'est-ce que tu as observé à ce moment-là? Qu'est-ce qui n'était pas normal? Je crois que je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que je suis quelqu'un de lucide depuis l'enfance. J'ai cette hypersensibilité puis cette perception de ressentir ce que pensent les gens. Voilà, je suis assez lucide et je crois que déjà quand j'avais 10 ans, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui jouait pas. Au début, alors secte, c'est un grand mot parce que là on parle plutôt de société secrète. Mais la télé a parlé de secte.
Bon, Quelle est la différence entre secte et société secrète? bien, si tu veux, les sociétés secrètes, elles sont reliées à des grandes organisations, hein. Celle où était ma maman, par exemple, finance une partie des fonds de l'ONU. Donc, ce qui dit société secrète, les gens pensent directement à franc-maçon, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, en fait. C'était plus. Ma mère était dans un mouvement où il y avait des élites, hein, des avocats, il y avait le PDG, un des PDG de chez Cartier, des flics, des juges. Et je trouve que c'est beaucoup plus. On va dire que c'est plus dangereux parce que si on pense au temple solaire où il y a eu plus de 300 morts, Oui. mais c'est beaucoup plus manipulable. Je veux dire que ça touche quand même des enjeux politiques. Ça touche tout le monde finalement, hein. C'est des gens qui ont le bras long. Donc, Tu m'as dit avant de démarrer cette interview que tu étais toi-même totalement briefé avec ton avocate des mots que tu pouvais utiliser et oui, de ceux que tu ne pouvais pas utiliser tout à là-dedans pour fait. éviter les problèmes par la suite. Donc tout Alors, ce que tu dis aujourd'hui est complètement légal et tu as tout à fait le droit tout de est le dire. légal, c'est juste que j'ai retrouvé ma mère décédée dans sa baignoire, hein. Et ce n'est pas un décès naturel, c'est quelque chose qui a été camouflé en suicide, mais ce n'est pas un suicide. Si tu as lu le livre, tu vois, tu peux Oui. voir tout ce que j'ai compris autour. Et ça arrive énormément en Suisse, ce genre de choses, hein. Et tu Beaucoup de avais gens. quel âge à ce moment-là? Et ben là, j'avais 17 ans quand j'ai retrouvé ma Mon mère. Dieu. Voilà, je me suis retrouvée toute seule, ma famille m'a abandonnée, m'a tourné le dos et puis, ben, j'ai choisi de rester en Suisse toute seule. Donc, il a fallu que je développe mon chemin de résilience pour vivre. Puis moi-même, j'ai cru qu'on allait me tuer, hein, à un moment donné, hein. Même quand je suis allée à la télé, j'avais pas le même discours parce que quand je suis sortie de l'émission, j'ai reçu des appels anonymes, on m'a fait comprendre: «Tais-toi». Donc, j'avais pas le même discours à l'époque, tu vois? Et j'avais peur. Aujourd'hui, j'ai plus du tout peur, que je me dis: «S'ils avaient voulu me tuer, ils l'auraient déjà fait». Mais je n'ai pas le droit d'utiliser les mots assassinat ou crime puisque ça n'a pas été relevé comme ça. Et puis il faut savoir que moi je me suis battue 20 ans pour avoir l'autopsie. On n'a pas voulu me la donner. Donc Oui. ça, j'ai réussi à l'obtenir 20 ans plus tard. Et puis il y avait aussi des incohérences dans l'autopsie. Le jour où j'ai retrouvé ma mère décédée, il y avait des incohérences. C'était une mise en scène. Et la police m'a carrément accusée quand je les ai appelés. J'ai vraiment vécu ce que je souhaite à personne. Et c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas de loi contre les sectes. Si moi demain je veux ouvrir le Ku Klux Klan à la rue Jean-Jacques, j'ai le droit. C'est assez. Moi, je dis que la Suisse, hein, excusez-moi pour mes mots, c'est le trou du cul du monde. C'est le trou du cul du monde ici. Non, mais c'est vrai. Tous nos auditeurs suisses aujourd'hui. On est bien Donc, lotis, mais il se là, passe des choses. à 17 ans, tu tombes sur ta mère dans la salle de bain. Mhm. Quel a été, si on revient encore dans le temps, quel a été le premier signal où tu devais être toute petite fille et où tu as vu ta mère intégrer ça, changer de fréquentation peut-être? Oui. Déjà, comment est-ce qu'ils l'ont repéré à Ben, l'époque? ma mère, elle n'a pas eu de chance avec sa famille, hein. Je viens d'une famille de politiciens. Voilà, qui dit politique dit des personnes froides. Qui, voilà, faut être dans leur moule, sinon tu sors du moule. Et ma mère n'a pas connu sa maman, et puis elle a pas reçu d'amour. Et quand on a déménagé du nord de la France en Suisse, elle s'est séparée de mon beau-père. Elle s'est retrouvée un peu toute seule. Et ma mère cherchait un sens à sa vie et une deuxième famille. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à te happer. C'est-à-dire que tu rentres dans un mouvement au début, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es l'incarnation de tout ton camon. Enfin voilà, ils y vont comme ça. Et puis finalement, ma mère a trouvé une deuxième famille avec ces personnes. Ils venaient manger à la maison. Enfin, elle passait tout son temps dans les locaux de la Société théosophique de Genève. Moi, c'est comme si par moment, je n'existais plus. Donc, elle s'est fait happer et pour elle, c'était comme si elle trouvait. Ma mère était psy, donc elle n'était pas du tout ouverte à l'époque. C'est quelqu'un de cartésien. Mais elle avait la faculté aussi de médium, ma mère, hein. Voilà, il a aussi Ok, recruté pour ça. Ma mère faisait du Ouija, elle était très très forte pour ça. Donc je pense qu'il a aussi un peu recruté pour ça, parce qu'il faisait des séances de spiritisme où il se déguisait en Hitler. Je suis déjà tombée dessus. Ils invoquaient Lucifer, enfin, ça allait très très loin. Et du coup, elle a trouvé une deuxième famille là-dedans. Donc en fait, ces personnes, on rentre pas dans une secte si on va pas bien. Bon, ça, faut que ce soit clair, hein. un peu comme un manipulateur, parce que c'est le parallèle que je veux faire depuis le début, Ouais, un peu comme un pervers narcissique, tout à ou une fait, manipulatrice tout à va fait. chercher quelqu'un qui a probablement un manque de repères, qui est un peu plus fragile à une Mhm. période de sa vie, et Oui, qui vont lui recréer une famille, tout un à nouvel fait. environnement, et puis après, la partie déglinguée va arriver juste après, une fois que l'emprise est Exactement le faite. même fonctionnement qu'un pervers narcissique. Ça te Oui, couvre d'éloges, de cadeaux, de machin, et puis après, ben, c'est là qu'arrive la perversion derrière. Et quand tu es dans un mouvement comme ça, tu n'en sors pas, hein. Comme il y a des enjeux politiques derrière et que c'est des gens qui ont le bras long, tu ne peux pas sortir d'un mouvement comme ça. J'ai un diplôme, hein, c'est tout ce qui me reste parce qu'ils sont venus nettoyer l'appartement. Malheureusement, j'étais jeune, il y en a un, je lui faisais confiance, puis il a enlevé toutes les photos, il faisait des incantations, il a enlevé les preuves. Mais j'en ai une, là, de preuve, c'est que j'ai un diplôme de ma mère initiée, numéro machin. Tu oui, ne sors pas d'un mouvement comme ça.
Donc, ou tu restes ou tu perds la vie. On a vu avec l'OTS aussi ce que ça a donné. On a vu en Suisse, par exemple, alors, je sais qu'à l'époque, il y avait le salon de la voyance, hein, et il y a eu des crimes. Le salon de la voyance cachait des réseaux de prostitution. C'est jamais anodin, ce genre de choses, quand c'est gros. Donc, une emprise, et puis une fois que tu es dedans, au début, bah, tu as l'impression que ta vie, elle change. Je voyais ma mère euphorique, avec ses nouveaux amis. Puis au début, Mmh. c'était très sympa avec moi, parce que même moi, me suis toujours intéressée à écouter tout, hein. J'ai un esprit qui cherche à comprendre. Ils ont eu des discussions intéressantes, hein, puisque ils mélangent un peu le bouddhisme, ils vont prendre du New Age, enfin, ils vont prendre des choses qui sont quand même réelles, mais pour les transformer. Donc, une fois que tu es là-dedans, moi, j'ai vu ma mère complètement euphorique. C'est à la fin, ma mère s'est fait opérer en fait de l'utérus, puis ça lui a fait comme un baby blues. Et là, elle est redescendue. Donc, j'en ai profité. Je lui dis, tu sais, maman, ils sont complètement barjots, tu te rends pas compte, nanana. Bon, j'ai regretté d'avoir fait ça parce que ça a aussi créé sa disparition. Mais du coup, là, elle s'est rendue compte qu'elle avait mis les pieds dans quelque chose de très, très dangereux. Pour toi, lorsqu'elle a voulu en sortir, c'est là que tes problèmes ont démarré, c'est ça? Oui, en fait, ma mère, elle a voulu en sortir, elle a enlevé tous les livres, tout ça, elle s'est barricadée chez elle. Et puis, il y a un homme, bon, à l'époque, il s'appelait Fabrice, c'est un nom d'emprunt, qui l'a menacé 2 semaines avant sa perte. Et ma mère était chez elle, toute seule, dans un appartement protégé. Il avait les clés, on ne sait pas comment. Il est rentré, puis il lui a dit, écoute, elle se faisait appeler Catherine, ma mère. Ils n'ont jamais leur vrai nom, hein, dans ce Oui. mouvement. Elle s'appelait Cathy, mais elle se faisait appeler Catherine. Ils n'ont jamais leur vrai nom. Et là, il lui a dit, écoute, tu ne peux pas partir, on a besoin de gens comme toi. Et c'est un liquidateur. Il lui a dit qu'il avait déjà tué des gens. D'ailleurs, il y a une histoire, nous, chez nous en Suisse, au Salève, où ils avaient retrouvé 3 têtes, des gens démembrés. J'ai retrouvé les corps, mais pas les têtes. Je me suis toujours demandé ce qui J'avais se pas met. cette image de la Suisse jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je le retrouve pas parce que c'était dans les années 90. Il faudrait que j'aille chercher dans les archives. Je pourrais trouver cet article. Quand j'en parle aux gens, ils me disent, ouais, ça me parle cette histoire. Donc, c'est un liquidateur. C'est quelqu'un qui était engagé par des gens qui ont de bras longs. Et il a menacé ma mère. Il lui a dit, tu ne peux pas partir, on a besoin de toi. Et moi, la dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était une jolie femme, hein, ma maman, Hmm. solaire. C'était un cadavre. C'était comme si elle avait été droguée. Je ne l'ai pas reconnue ces 2 dernières semaines. Elle avait peur, elle se barricadait chez elle. Puis elle m'avait déjà dit un mot, elle m'a dit, tu auras toutes mes affaires. Et ça, moi, je l'avais pas compris sur le moment. C'est après, j'ai dit. Donc, ma mère savait qu'elle allait être éliminée. Moi, je pense qu'il y a eu un deal. J'en suis certaine. C'est ou toi ou ta fille. Et ma mère Ouais. a choisi de se sacrifier pour moi. Et ça, j'en suis persuadée, je le ressens. Et avec tous les éléments que j'ai autour, hein, moi, c'est ce qui ressort, quoi. Voilà. Pourquoi moi, m'a laissé tranquille. Voilà. Tu parles de... Excuse-moi, on Non, a un ouais. tout petit décalage dans le son. Tu parles de rituels et de pratiques troublantes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-dedans? De choses dont tu te souviens? Est-ce que tu étais spectatrice que à la maison avec ta mère ou est-ce que tu allais sur place aussi? Oui, on m'a fait aller dans les locaux de la Société Théosophique et puis on me faisait copier des cassettes. Enfin bon, c'était tout gentil hier, hein. On m'a aussi fait un peu de lavage de cerveau parce qu'en fait, moi, on m'avait dit oui, tu es la réincarnation d'un dieu égyptien, tout ça. Et puis après, quand j'ai commencé à me révolter, à ne pas vouloir participer, on m'a fait faire des conférences, hein. Parce que moi, j'ai rencontré aussi Luc Jouret et Jolie Membro de la secte du Temple solaire dans une conférence. Vraiment, c'était des mouvements qui étaient tous liés dans un hôtel. Je les ai vus qu'une fois. Ma mère n'était pas au Temple solaire, mais à la fin, elle a rencontré ces personnes lors de conférences. Et un jour, moi j'étais révoltée contre eux. Je voulais plus entendre. Et puis moi j'étais un obstacle pour ma mère, enfin Hmm. pour eux, hein, pour leur lumière. Puis on m'a montré une cassette de la Shoah. On m'a montré des juifs qu'on entasse dans une charrette, morts. Je n'avais jamais vu ça, j'avais 12 ans. Alors que tu avais 12 ans, mais pourquoi ils ont fait ça? Ben, ils m'ont dit que c'est moi qui avais tué ces gens. Que Quelle si j'étais horreur. là aujourd'hui, c'était pour payer tous les crimes que j'avais faits dans ma dernière vie. Et que si je ne les écoutais pas, j'allais mal finir. Bon, alors ce jour-là, je suis partie en courant dans la rue, en pleurant. Parce que À 12 ans. ouais, comme j'ai des capacités médiumniques et que j'ai vécu des phénomènes non ordinaires depuis l'enfance, qui n'étaient pas rien, j'ai vécu une incorporation, une expérience de mort imminente, mais négative, bah, je me suis demandé un jour, est-ce que j'ai pas tué ces gens? Ils ont réussi à me mettre ça dans Bah, la tête, surtout à 12 ans, bien évidemment. On est complètement voilà, influençable. On croit ce que les adultes tout disent, à hein. fait. Donc en fait, ils te manipulent comme ça en te faisant peur. Attention, c'est la peur voilà, on a vu, on voit bien aussi, enfin, si je peux en parler de la pandémie, on a bien vu qu'avec la pandémie, en créant la peur, hein, ben, on arrive à manipuler le monde. Mais Oui. c'est vrai. Donc ça fonctionne pareil, ces mouvements. En incluant la peur, on te manipule. On a toujours l'idée que ce sont des personnes faibles, fragiles qui rentrent dedans, mais tu décris aussi des gens qui sont intelligents, Oui, influents. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent tomber là-dedans? mais je pense que, alors déjà, il faut savoir que les hommes,
Il y en a qui couchaient avec les femmes, hein. Hein, il a couché avec toutes les femmes du groupe. Donc il y avait un enjeu de manipulation. Je pense que les hauts dirigeants mettent de l'argent dedans, des Ouais. enjeux financiers. Et puis, en fait, si je reprends le PDG de chez Cartier, je ne veux pas dire son nom, un des PDG de l'époque, il y avait des flics, mais c'est aussi des personnes qui cherchent, je pense, quand on a du pouvoir, on cherche quelque chose de plus de différent, de plus Donc, haut. dans toutes les strates de pouvoir, potentiellement, des gens pouvaient arriver là-dedans Oui, tout le et monde. utiliser C'est de leur ouvert à tout le pouvoir. monde. Attention, on généralise pas, hein, pas tous les PDG, pas toutes les Non, forces de non, pas tout l'ordre, le monde. Non, pas non. tous les hommes qui sont comme ça, mais certains peuvent en effet se dire, j'ai du pouvoir, je vais aller Absolument. l'exercer sous une autre forme Absolument. là. Absolument. En fait, tu sais, c'est pas bien différent que l'affaire Epstein, ce que j'ai vécu en quelque sorte, hein. C'est un peu les mêmes C'est ce réseaux. que j'allais te dire, ça ressemble beaucoup à Mhm. Epstein Bien sûr. dans ce que tu dis. Oui, Et c'est les mêmes personne ne réseaux. croit ça, tout le monde est surpris ou dubitatif en se Mhm. disant c'est tellement gros que ça ne peut pas arriver, et tout d'un coup ça explose et on se rend compte que la chose est là. Ben moi, C'était juste devant nos yeux, que tout à fait. plus c'était énorme, plus ça pouvait passer en plus. Mais moi, je n'ai jamais osé en parler. Quand l'affaire Epstein a explosé, je me suis dit, oh, soulagement. Parce que mon histoire, elle était tellement forte aussi que je pouvais pas en parler. Les gens, ils te disent, mais non. Enfin, ils croient que c'est vrai que j'ai une histoire digne d'une série Netflix, quoi, avec tous les rebondissements. Mais ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Moi, c'était dans les débuts 90. Et pourquoi je dis que ça rejoint l'affaire Epstein, c'est que les personnes qui étaient dans ces mouvements, parce que c'est plusieurs mouvements, tu as le Lucy Trust aussi. Lucy Trust, c'est Lucifer Trust. C'est des C'était personnes. réellement le nom officiel? Ouais, en fait, ça s'appelait Lucifer Trust. Ils étaient au 666 rue, je ne sais plus quoi, à New York. Il faut Et puis, vraiment y aller pour ouais, mettre pile ce nom. et oui, et ensuite ils ont changé de nom parce que bon, ça commençait un petit peu à savoir. Ils ont mis Lucy Trust. Et le pire, si tu vas faire des recherches, ils sont agrémentés à l'ONU. Ils dirigent des fonds de l'ONU. C'est pour ça que je te dis Attends, pour préciser, c'est les fonds d'une des filiales de l'ONU, hein. exactement. Exactement, d'une des filiales, hein, attention, parce qu'il y a des Ouais. gens qui ont été dire c'est l'ONU qui a tué sa mère. Non, c'est pas l'ONU qui a tué ma mère, mais ces personnes sont impliquées pour te dire qu'ils ont le bras long. Et tu sais qu'ici, on a la famille Rothschild et tout ça en Suisse. Donc, ça rejoint l'affaire Epstein. Il y avait aussi de la prostitution. Moi, on a essayé de me violer quand j'étais enfant. Heureusement, je suis pas passée à la trappe hein, de justesse. Euh, c'est les mêmes principes que l'affaire Epstein. Donc, tu as des gens en haut qui vont diriger. Alors moi, ceux qui dirigeaient de tout en haut, je ne sais même pas qui c'est, hein, parce que j'en ai vu deux, trois, mais moi, ceux de l'ONU, je les ai pas vus, tu vois. Et il faut savoir aussi qu'ils ont l'école Rudolf Steiner, hein. Ouais. L'école Rudolf Steiner, le Lucy Trust, l'école Arcane de Genève, c'est là où ma mère est tombée. Elle a voulu écrire un livre, elle s'est retrouvée à l'école Arcane et c'est là que tout a commencé. Donc le Lucifer Trust, agrémenté à l'ONU. Et ensuite, on lui a présenté la société théosophique. La théosophique va avec le Lucifer Trust, hein. C'est le même groupe. C'était Elena Ouais. Blavatsky qui avait créé ça en 1800, je ne sais plus quoi. Et puis ensuite, c'était les élites, hein. C'était des sociétés secrètes. Ils ont une maison d'édition. Ils ont le bras très long, quoi. Donc, il n'y a pas qu'en Suisse qu'il y a ça. C'est mondial. Comment ça fait d'aimer sa mère et en même temps de voir sa mère se faire détruire alors que tu étais jeune Mm. et C'est- tu avais pourtant plus de lucidité qu'elle face à cette situation? Mhm. Comment est-ce que tu te sentais à l'époque? Révoltée. Je me suis révoltée contre ma mère à une période. Je voulais plus entendre ce qu'elle disait. Pour moi, tout ce qu'elle disait, c'était impossible. Et j'ai beaucoup souffert. Puis il y a une période où ma mère aussi, elle voulait sauver les gens. Elle prenait des partenaires toxiques, pervers, tout ce que tu veux. Et puis moi, je restais en fond, tu vois. C'est comme si elle m'avait oublié. Donc j'en ai énormément souffert de voir ma mère comme ça. Mais j'ai dû me révolter. Parce que si je ne m'étais pas révoltée dans la colère, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Tu vois, ils m'ont mis en prison aussi, ces personnes. J'ai fait 1 mois de prison à l'âge de 15 ans, alors que je n'ai rien fait. Comment ils ont fait? Mais en fait, c'était dans un foyer. Alors, il faut savoir qu'une fois, j'étais placée dans un foyer, en placement pénal, hein, à cause d'eux. Un jour, j'ai fugué de ce foyer. Et puis, quand tu fugues d'un foyer, c'est directement la brigade des mineurs qui viennent te chercher, ça part au tribunal. Waouh. Et comme ils travaillent dans les postes de police, les sectes, hein, ils n'ont rien envoyé. Ils m'ont sauvé cette fois-là. Ils m'ont enlevé toutes les traces et tout. Puis j'ai dormi chez ma mère, il n'y a pas eu de problème. Et en fait, un jour, j'étais placée dans un foyer en placement pénal, puis il y avait une juge à Genève, dont je n'ai pas le droit de citer le nom, qui abuse un petit peu, qui abusait, parce que je pense qu'elle a la retraite, de sa notoriété, très sévère. Et puis, dans le foyer, il y a une fille qui avait mis une claque à un éducateur, il est rentré dans le chambre, on était toutes nues. Je me suis retrouvée au tribunal, et moi j'ai une grande gueule, et puis je suis hyper en pâte. Et la juge, elle était pas très sympa avec ma copine, vraiment, elle l'a démolie, puis moi je fais, madame, arrêtez de la faire pleurer, non, 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 petite insolente. Puis elle a regardé, elle a dit, vous avez 15 ans, vous allez en prison. Donc, on m'a menotté,
dans une petite, on m'a mis dans le train, c'est une horreur. Là, j'ai vraiment vécu un cauchemar. On m'a mis dans le train dans une petite, cellule, où tu vois rien, jusqu'à la gare de Lausanne, tout le monde me regardait et là, j'ai eu le droit à la fouille anale, la totale. Mon Dieu. Ouais et là, j'ai passé une semaine d'isolement dans une petite cellule où j'avais que la Bible et le manuel de la prison. Et puis finalement, au bout d'une semaine, on m'a laissé sortir faire des activités. J'ai aidé les autres, tu vois, tu as des cours. Hmm. Finalement, les éducateurs, ils ont vu de cette prison que j'étais une gentille fille, que j'avais rien à faire là. Donc ils venaient jouer au Scrabble tous les jours avec moi dans ma cellule. Et puis ils me laissaient sortir pour fumer du clope avec eux. Enfin, ils étaient très sympas. Et ils ont rendu un rapport à la juge qui était très élogieux sur moi. Et finalement, j'ai eu le droit à ma majorité à 15 ans. La juge a compris que ça allait plus avec ma mère, que j'étais une gentille fille, que j'avais rien à faire dans les foyers. Elle Ouais. m'a laissé aller vivre avec mon compagnon de l'époque, quoi. Donc moi, j'ai commencé à bosser quand j'avais 15 ans. Tu parles d'un silence médiatique étrange Mhm. autour de ces histoires-là. Oui, Et en plus, j'imagine que quand tu racontes ton histoire, il y a des gens qui doivent rester encore dubitatifs. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand quelqu'un ne te croit pas devant l'horreur que tu as vécue? eh bien, je ressens plus rien parce que je me dis que c'est quelqu'un qui est, attention pour mes mots, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu limité. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'aller voir plus loin et voilà, ça m'atteint absolument pas en fait quand quelqu'un ne peut pas comprendre. Mais la vérité, je vais te dire, c'est rare. Les gens, quand je leur parle de ma vie, souvent ils sont choqués, ils, ils réfléchissent ou ils ressentent de l'empathie pour moi. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a pas cru la vérité en face de moi. Ok. C'est surtout les médias qui ont déformé ma vie quand j'ai fait cette émission, sur des plateaux, on m'a un peu piégée, ou on a réduit mon histoire, tu vois, où là, ils faisaient des grands yeux. Mais sinon, non, la majorité des gens ont très bien accueilli ça. Et je suis très contente qu'aujourd'hui, toutes ces affaires explosent, hein, tu vois. Parce que là, maintenant, c'est encore plus accueilli ce que j'ai vécu. Et je pense que mon histoire pourrait aider beaucoup de gens parce qu'on est dans une période où la spiritualité, depuis la pandémie, ça a pris un dessus, New Age. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de Ouais. supercherie là-dedans, hein. C'est lisse, c'est donc je pense vraiment que, les gens accueillent bien mon histoire aujourd'hui, vraiment. Il y a 20 ans, j'aurais pas pu en parler. Je pouvais pas en parler, j'ai gardé ça pour moi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai somatisé, puis je suis tombée malade. Et tu le gardes dans Justement, l'intérieur. tu dis que ton corps s'est effondré après tout ça dans le livre. Oui. Est-ce que tu penses que ton corps, comme tu dis, somatisé, portait tous des choses que tu savais pas exprimer? Et tu parles de fibromyalgie, tu parles de lupus Mmh. aussi. Mmh. Est-ce que tu vois un lien direct avec tous tes traumatismes? Tout à fait. Alors moi, d'après ce que j'ai étudié, en neurosciences, dans ma chaire et sur d'autres, pour moi, toutes les maladies un peu chroniques où il y a de la douleur, il y a de toute façon une partie émotionnelle. Moi, je me suis lancée dans une vie effrénée. Quand j'ai perdu ma mère, j'étais une des premières femmes DJ et producteurs au monde dans le milieu d'électronique. Je me suis exportée. Je voulais mettre les œillères et puis y aller, quoi. Et puis, ensuite, il y a eu ce passage télé, tu vois, où on m'a massacré ma vie une deuxième fois. Puis après, on m'a fermé les portes. Parce que j'ai fait savoir que j'étais pas contente. On m'a floutée à la télé. Ferme-la. Et puis, pour les gens qui sachent, en démol et tout ça, c'est quoi l'œil? C'est franc-maçonnique, hein. Attends, Bah, on peut pas aller si loin dans la chose. mais voilà, Pour c'est le qui coup, dirige ça peut et être aussi, aussi c'est aussi un ça. hasard. Donc on m'a fermé les portes parce que je dérangeais après, tu vois. J'ai perdu le fil de ce qu'on disait avant. Tu dis, est-ce que tout ce qui t'est Oui, arrivé physiquement oui, était le poids voilà, de toutes tes voilà. souffrances Oui, alors, ce qui s'est psychologiques et passé, de tout ce que tu n'osais pas dire? Plus je garde en moi, plus mon corps va venir se absolument. bouffer de l'intérieur. En fait, déjà, j'ai refusé mes facultés, tu vois. J'ai des facultés, où, comme je te disais, de clairvoyance, de clairaudience. Je fais aussi de la psychokinèse, mais je ne le maîtrise pas. Mon voisin, lui, le maîtrise, hein, qui a été vu par les mêmes scientifiques que moi. Moi, c'est juste quand je m'énerve. Lui, Oui. il déplace les objets sur commande. J'ai vécu plein de ces phénomènes, puis je les ai rejetés. Et je les ai encore plus rejetés en sortant de l'émission Secret Story, alors qu'ils étaient là, il y a tout qui se réveillait, j'entendais parler, je pouvais lire dans les gens ce qu'ils pensaient. Enfin, c'était une horreur. Et moi, je voulais pas entendre tout ça avec ce que j'ai vécu avec ma mère. J'ai pas envie d'entendre parler de ça, en fait. Il y avait ça, il y avait l'effondrement médiatique que j'ai vécu. Et là, je me suis réveillée un matin, mes jambes, elles répondaient plus, quoi. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai dit, j'avais des fourmis dans les mains, dans les bras. On m'a opéré à tort du nerf cubital alors que j'avais rien. Donc tu revis une deuxième fois finalement le même traumatisme. Une première fois Ouais, techniquement, physiquement, la deuxième fois comme tout espèce à fait. d'écho où tu deviens complètement écrasé au sol par ça à nouveau une seconde fois. Non seulement j'ai vécu une injustice, mais en plus, on ne me croit pas, on déforme, on me rabaisse, on m'empêche de parler. Tout à fait. En fait, c'est comme si on m'avait tué ma mère une deuxième fois. Moi, je l'ai vécu comme ça. Mm. C'est comme si on écrasait mon histoire, on m'avait sali. Puis bon, c'est servi de moi, hein, clairement. Tu Donc, pensais que tu t'en relèverais jamais de tout ça?
La vérité, au début, ouais, parce que même les médecins, ils étaient perdus avec moi. Mon cas, on m'a dit, vous en sortirez pas, hein. On m'a dit, on sait pas quoi faire. Alors au début, ils m'ont dit, c'est une sclérose en plaques. Enfin, ils m'ont laissé. C'est finalement même moi qui ai trouvé un peu ce que j'avais en cherchant, parce que je dis, je veux pas rester comme ça. Je pourrissais, j'avais pas le même visage. Il y avait plus rien qui répondait. Je tremblais. J'ai fait des chocs anaphylactiques aussi avec les médicaments. Et on me disait, oui, c'est dans votre tête. Non, c'était pas dans ma tête, parce que moi, j'ai jamais fait vraiment une dépression à ne plus me laver. Ça, c'est pas moi, tu vois. J'ai toujours essayé de rebondir, même si j'étais mal. Et puis finalement, mon corps ne répondait plus. J'ai été foudroyée, moi, je me suis pris la foudre la même année que j'ai vécu l'expérience de mort imminente. Donc j'ai vu une neurologue. Et puis la neurologue, elle était perdue parce que ces machines, elles répondaient bizarrement. Il y a tout qui Ouais. disjonctait, quoi. Elle me dit, mais j'ai jamais vu ça. Puis en faisant ma vie, elle me dit, ah, vous avez été foudroyée. Elle me dit, ouais, mais là, il vous faut quelqu'un qui vous comprenne. Et là, elle m'a envoyé chez Ileana Iliescu, qui est une généraliste extraordinaire, qui m'a dit, dans son bois, me dit, mais en fait, t'es pas malade. Je dis, comment ça, je suis pas malade? Je suis en train de pourrir, je vais mourir, en fait. T'es en train de mourir, vraiment. Elle me dit, non, en fait, c'est parce que tu n'acceptes pas qui tu es. Et plus tu vas te dire t'es malade, ça m'a reprogrammé un peu le cerveau. Plus tu vas te dire t'es malade, plus tu seras malade. Puis elle m'a envoyé au centre Isnoé à Genève où on étudie les états modifiés de la conscience. Et eux, ils avaient le même discours. En fait, ils m'ont dit, tu rejettes tout. Et tant que tu vas rejeter tes facultés, tu seras malade. On m'a fait participer à des réunions, il y avait des personnes comme moi. Il y avait aussi des psychiatres, des médecins qui ont vécu des phénomènes. Puis je me suis rendu compte que les personnes avaient vécu pareil que moi, des douleurs dans leur corps, et qu'elles acceptaient pas, en fait, tu vois. Et du moment où tu acceptes, ben, il se passe quelque chose qui change dans ton corps. Et C'est donc, accepter ce qui t'est arrivé ou accepter qui tu es? les deux, j'ai dû accepter qui j'étais, accepte ses facultés, parce que sinon, tu vas te bloquer, quoi. Tu vas avoir des douleurs tout le temps. Et puis, mon passé, par contre, ça m'a demandé un travail, ça m'a demandé de me retourner sur mon passé. Parce que moi, je faisais la forte, et puis de voir mes défaillances aussi à moi. Parce que finalement, je continuais à m'attirer des gens toxiques. Mais c'était pas de leur faute, c'était moi le problème. Oui. Si j'avais des gens toxiques, c'est que je les acceptais dans ma vie, tu vois. Et que de sortir, ça m'a demandé de travailler, de sortir de mon rôle de victime aussi. Parce qu'à l'époque, j'étais en colère et puis je voulais défoncer tout, quoi. Tu vois, je voulais retrouver les gens qui ont tué ma mère, nanana. Et puis un jour, je dis non, mais ça sert à rien. Donc j'ai dû apprendre à lâcher prise, hein, à me retourner sur mon passé une dernière fois et à mourir pour renaître, en fait. Je lui ai dit bye bye le passé, stop, je coupe. Je me désidentifie de ce passé-là. Donc ça m'a demandé de changer de peau, comme un serpent. Aujourd'hui, j'ai pas le même visage, on pourrait même croire que j'ai rajeuni de 10 ans. Parce que j'ai lâché quelque chose. Alors là, ça s'explique d'une manière scientifique, hein, rien de spirituel. Quand tu relâches quelque chose, Ouais. les personnes à 40 ans, elles vieillissent moins vite. Tu as le cortisol qui baisse, et puis tu as tes traits qui s'adoucissent tout simplement. On peut l'expliquer d'une manière scientifique. Et puis quand on va plus loin en cherchant, c'est des personnes qui vivent plus longtemps. Tu vois. Donc ça m'a demandé de faire un énorme travail de libération et Comment est-ce qu'on d'acceptation. fait ce travail? Parce que les gens qui suivent ma chaîne, souvent, sont passés par ça et se posent des questions. Par où on démarre? Est-ce que c'est du chat GPT? Est-ce qu'il y a un expert à voir quelque part Non, en Suisse? Est-ce qu'il faut méditer? Est-ce qu'il y a un livre à acheter en à fait, part le tien? Comment on fait, quoi? alors le mien, ouais, va falloir le lire, parce que j'explique tout. En fait, j'ai commencé à faire mes recherches toute seule. J'ai compris que tu ne pouvais pas guérir l'âme, enfin ton esprit, ou le corps, l'un sans l'autre. Ça va ensemble. Et pour moi, c'est tout le problème de la médecine actuelle, où on va mettre des pansements, mais on prend jamais l'humain dans son entièreté. Finalement, la meilleure médecine, c'est la médecine chinoise. Tu vois. Oui. Et donc, j'ai aussi, grâce à ma généraliste, hein, mon ancienne généraliste, qui m'a reconnecté à moi-même, qui avait cette approche. Ileana, elle avait cette approche de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc, Ileana est un peu moins scientifique que moi. Moi, j'aime bien quand même la C'est qui? science. C'est quelqu'un qu'on peut trouver sur Google en tapant son, Oui, son alors elle nom? exerce plus, Ileana Iliescu, j'en parle dans mon livre, elle témoigne aussi. Comment on fait? Comment on fait s'il n'existe plus? On va voir qui aujourd'hui? Alors, Ileana, elle va faire des interviews, je vais la faire parler sur ma chaîne. Sauf que là, en ce moment, Ok. elle est en train de vivre un peu ce que j'ai vécu. Elle est clouée dans son lit, Ileana. Elle a des douleurs. Voilà. Elle a beaucoup donné de sa personne. L'experte elle-même qui aide les gens à sortir de leur Eh douleur et ouais, elle-même clouée par sa propre eh douleur. oui. C'est Parce que, ironique. absolument, je pense qu'Ileana, elle a beaucoup donné. C'est quelqu'un qui est comme toi et moi, neurodivergente, speed. Mhm. Puis à un moment donné, on l'a rappelé à l'ordre. Elle le prend comme moi. Moi, Ileana, on prend les maladies maintenant comme une initiation. Et plus comme un Mhm. problème. Donc elle est en train de faire sa petite initiation, puis quand elle sera sur pattes, comme on dit, elle va venir parler avec moi, Ileana, parce qu'elle a beaucoup d'enseignements à Ok. passer. C'est du Qu'est-ce qu'il faut lumière à chercher la dans fin. Google? C'est quoi la spécificité? C'est quoi la technique pour, que tu recommandes toi pour aller mieux de ça? Alors moi, j'ai été chercher dans les neurosciences. J'ai été chercher dans la neuroplasticité du cerveau, dans les neurotransmetteurs. Puis j'ai découvert que
rien n'est figé, d'accord? Que ton cerveau, en fait, il peut toujours apprendre des nouveaux circuits. Donc, alors c'est pas juste penser, parce que les gens pensent: «Oui, mais alors, si je dis: "Je suis malade", j'ai qu'à dire: "Je suis plus malade"». Non, c'est pas juste ça. Bien évidemment, quand tu as une pensée parasite, hop, tu dois la laisser vivre, la laisser aller ou la changer. Il faut changer ton dialecte, Oui, changer ton comportement, il faut réussir à changer ses circuits. Mais ce qu'on nous apprend pas, ni en psychothérapie ou tout ça, c'est que, en fait, pour sortir d'un état dépressif, il faut d'une résilience. Pour sortir d'un état traumatique, tu dois aussi jouer avec ton corps. C'est-à-dire que l'alimentation, on croit qu'on mange, mais c'est notre carburant. Et puis, grâce à l'alimentation, au sport, que j'explique, le sport c'est un outil, c'est un médicament, le sport. On devrait en faire tous les jours. C'est un médicament. Alors moi, en allant courir, bon, je fais des fois des surentraînements. Quand je vais pas bien, moi je suis très dopamine. Je vais courir, ça oui. me remet l'endorphine, la dopamine, puis je suis de nouveau créatif derrière. Donc c'est un ensemble de choses dans la régularité. Parce que les gens Alors, souvent disent, comment est-ce qu'on se fait coacher? Comment est-ce qu'on se fait accompagner? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on met en place ce programme? De manière concrète. Je vois ouais, l'idée, mais je vois pas l'action à faire dans la suite. alors, Admettons, Gérard, Claudine ou Sophie, 40 ans, sort d'une oui, relation toxique et veut se reprogrammer. Ils doivent passer par qui aujourd'hui? Ils doivent faire quoi? Ils doivent taper alors quoi? moi, je dis passer par personne, parce que moi, j'ai fait le travail toute seule. Je pense, alors, Iliana m'a accompagnée au début. C'est bien si on trouve quelqu'un, voilà, qui a cette approche. Mais en fait, c'est tout seul. Déjà, par exemple, si tu veux parler d'amour, moi, j'ai eu des relations toxiques avec des hommes qui ont failli me tuer, comme tu as pu le voir dans le livre. Oui. Donc, et puis comme j'ai eu des attouchements dans mon enfance, je voyais l'homme comme un salaud. Je Mm. voyais l'homme comme un prédateur. Et puis le sexe, pour moi, c'était pas de l'amour. Donc j'ai dû reprogrammer tout ça, tu vois. C'était pas facile. Et ma dernière relation toxique, ben, je me suis dit, c'est J'aime terminé. j'aime Non, bien les interviews TDAH, ça part dans tous les sens. oui, c'est Attends, vrai. vraiment, vraiment, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit, on fait le chemin tout seul. Oui, On fait alors, le chemin seul. On peut être accompagné, on mais il peut y a un être chemin à faire accompagné. seul. Mais Et comment déjà, est-ce qu'on le fait, ce chemin vers la neuroplasticité, alors, vers l'intensité. vers les nouveaux comportements et autres? Alors, déjà, je vais prendre l'épigénétique. Déjà, moi, j'ai commencé par ça, à faire une ligne, et puis à regarder mes comportements, d'accord? Je souffre. Est-ce que ma grand-mère était hypochondriaque? En l'occurrence, elle l'était. C'est bien d'aller un peu chercher dans sa famille, tu vois, des comportements qu'on peut Ok. avoir. Et bon, voilà. Donc, j'ai découvert qu'on a des émotions qui nous appartiennent, d'autres pas. Voilà. Et tout se construit dans la petite enfance. Donc, j'ai dû apprendre à déprogrammer ça. Parce que moi aussi, je pensais que, ah mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis ça, je le portais de ma grand-mère. Ça m'appartient pas. Donc, tu fais une ligne. Puis déjà, tu commences par ça, regarder tes comportements. Pourquoi je m'attire des relations toxiques? Est-ce que c'est que de ma faute? Enfin, ou est-ce que c'est les autres? Tu vois? Oui. Donc là, j'ai dû apprendre à déprogrammer, comme je te disais au début, en me disant, mais non, en fait, c'est moi qui accepte ça, finalement. C'est moi qui reste dans une relation comme ça. Tu vois? Donc ça, c'est la première partie, c'est de déprogrammer, c'est apprendre à analyser ses émotions. Pourquoi on réagit avec la colère? Pourquoi on pleure? Pourquoi? Donc c'est apprendre déjà à se réapproprier ça dans un premier temps. Mais pour ça, moi, j'utilise les exercices techniques, la course à pied, la méditation aussi. Et tu vois bien que moi, je suis speed. Alors la méditation, on va croire que j'arrive pas à décrocher. J'y arrive, mais je m'endors. C'est pas le meilleur outil pour moi. Chacun doit trouver ses petits outils, tu vois. Pour moi, le meilleur outil, pour déprogrammer son cerveau, je l'explique dans mon livre, vous pouvez le faire en marche rapide, moi je le fais en courant. Quand je cours, j'ai développé un état modifié de la conscience. Je me fixe sur un point, je mets la musique à 125 dB Oui. minimum, et puis je flotte. Je gagne en endurance, je suis plus dans mon corps, c'est comme si je sortais de mon corps. Qu'est-ce que je fais là? Là, je reprogramme mes circuits. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la visualisation. Pendant que je cours, je visualise ce que je veux voir se produire dans ma vie. Il n'y a rien de mystique là-dedans. En faisant ça, tu changes tes circuits dans ton cerveau. C'est ça la neuroplasticité du cerveau. Donc ça, tu dois le faire tous les jours. Ne pas regarder des trucs glauques à la télé, arrêter de regarder les médias en boucle. Tu vois, c'est vraiment changer tes habitudes. Si tu as peur de passer à la rue Jean-Jacques, vas-y, tu vois. Vas-y, essaye, sors de ta zone de confort. Ça, c'est toute la partie un peu pédagogique, si tu veux. Voilà, on doit aussi apprendre à regarder ses défauts. Et puis, pour avancer dans la vie, il faut mourir. Il faut mourir pour renaître. Si tu veux changer, tu ne peux pas être la même personne, tu ne peux pas continuer avec les mêmes personnes, tu ne peux pas continuer à faire tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Puisque si tu n'es pas heureux, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien à cause de tout ça. Donc moi, ça m'a demandé de changer mes relations, tu vois, complètement. J'ai arrêté la musique aussi, parce que ça ne me convenait plus. Finalement, c'est sympa le monde de la nuit, mais c'est aussi un monde qui est toxique, qui te vide ton énergie, tu vois.
Donc j'ai dû apprendre déjà à modifier tout ça, à faire des choix, tu vois? Et ensuite, tu as toute la partie physiologique. Hem, Avant, on faisait une psychothérapie, blablabla, tu parles avec ton psy. Puis on se rend compte de quoi? De très, très peu de réussite et qu'en parlant en boucle de ton passé, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Bah, tu fais les mêmes circuits. C'est bien pour ça qu'il y a très peu de réussite et qu'il manque la partie physiologique. Donc, en rajoutant le sport, tu vas travailler sur ta dopamine, sur ta sérotonine, tes niveaux de neurotransmetteurs, et puis ton corps. Et puis, si tu rajoutes à ça une alimentation anti-inflammatoire. Tu sais, moi, j'ai découvert que dans l'alimentation industrielle, par exemple, j'avais de l'asthme. On m'avait dit, tu pourras jamais courir. On m'a gavé d'antibiotiques, Oui. exprès. J'ai fait des pneumonies. Enfin, voilà. Bah, en fait, c'était pas du tout la cause qu'on m'avait dit. Ça se trouvait dans les nitrites. Moi, je mangeais à l'époque de la viande. J'adorais la charcuterie. J'ai arrêté la charcuterie. Ma vie a changé. Tu vois. Donc, quand tu mélanges tous ces aspects, l'alimentation, la méditation, le sport, enfin tout ce que je viens de dire, bien là, tu te rends compte qu'avec la persévérance, parce que c'est pas évident de changer son alimentation. Quand tu es habitué à manger du sucre, c'est une drogue, hein, tu vois. Et puis le sucre, ben, ça va avec, hein, ça fait, tu regardes les enfants hyperactifs, tout ça, c'est l'alimentation. Hein. On va pas me dire que c'est autre chose. Hein. On se rencontre aujourd'hui. Tu dis que la guérison commence quand on y croit. Tu Exactement. m'as dit, avant qu'on démarre, tu m'as dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne changera pas, et en effet, ils n'y arriveront pas. Et à partir du moment où ils commencent à croire qu'ils peuvent avoir une vie meilleure après l'incident, après le drame, Ouais, après la relation toxique, si tu penses que tu peux avoir une vie meilleure après, dans ce cas-là, tu as des chances d'y arriver. Et tu m'as dit absolument. que 100% des gens qui y croyaient arrivaient à avoir une vie meilleure après. Et oui, je vais te donner un bel exemple, parce qu'en fait, si tu y crois, tu débloques quelque chose dans ton circuit, justement, d'où encore la neuroplasticité. Si j'y crois, ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas, déjà, tu sais, entre la réalité. C'est pour ça que je dis que c'est très bien d'aller faire des pensées, d'imaginer ce qu'on veut voir. Bah, quand tu te dis, je veux guérir, je guéris, je suis pas malade, moi c'est ce que j'ai fait. Ton cerveau va faire quoi? Déjà, tu vas désenflammer ton cerveau. Parce que le stress enflamme le cerveau et le corps. Oui. Et t'as le cortisol et tout ça. Donc, en croyant en ta guérison, tu débloques les circuits de ton cerveau. Et je vais vous donner un super exemple. C'est Céline Pittet. C'est waouh, cette fille, elle m'épate. C'est mon premier gros cas. On m'a appelé aux soins intensifs. Et moi, je me suis dit non, parce qu'à l'époque, tu vois, je faisais un peu les soins, j'aidais les gens. C'est ce que je fais plus aujourd'hui. Et je me suis dit, non, j'y vais pas. Tu vois, comment ils vont voir les médecins. Puis ma généraliste, qui est mon mentor, me dit, tu y vas. Tu y vas, c'est que tu as une mission là-bas. Bon, j'arrive aux soins intensifs, je vois que Céline, elle a loupé une marche, c'est une grande sportive. Hein. Et elle s'est fait opérer, elle a loupé un trottoir, hein, le truc tout con. Opéré de la moelle épinière, on lui a dit, vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie. Donc Céline, de grosse dégringolade, puis là, je lui explique tout ce que un peu je vous explique, et en même temps, je lui prédis des choses, vu que je suis médium. Je lui dis, Mm. tu vas être plus heureuse, même en chaise roulante. Elle m'a dit, on me regarde comme ça. Et je lui dis, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas être heureuse, et puis je te vois faire un livre. Et tout ce que je lui ai dit, c'est réalisé. Donc Céline, elle connaissait pas la méditation. Rien de tout ça. C'était vraiment une cartésienne qui vivait à 1000 à l'heure. Donc au début, elle m'a fait des grands yeux. Puis le soir même, elle me dit, waouh, elle me rappelle, elle m'a dit, tu sais quoi, je sens des picotements autour de moi. Ça bouge là, il y a quelque chose. Je vais mettre en place tout ce que tu m'as dit. 6 mois après, bah, Céline, elle a écrit un livre pour aider les gens, ou un an après. Mm. Et figurez-vous qu'avec la puissance de l'esprit, Céline, aujourd'hui, c'est impossible pour la science, elle arrive à marcher le long d'une pipe avec des béquilles et des barres parallèles, alors que c'est impossible. Donc vous voyez que ça nous prouve bien que quand on change ses circuits, il peut se passer des choses dans notre corps. C'est relié le corps hein, et l'esprit. Hein. Et bien, il peut se passer des choses, on va dire miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est la puissance de l'esprit. Et Céline, aujourd'hui, elle a défié tous les pronostics médicaux. Quoi. Franchement, c'est ma beste. Quoi. Alors, quand je disais la régularité, Céline, ça lui provoque des douleurs atroces de marcher. Mais elle Oui. le fait tous les jours. Elle veut pas perdre ce qu'elle a réussi à regagner. Donc c'est un super exemple. Moi-même avec la fibromyalgie, on m'avait condamné. Les médecins, ils expliquent mal, ils vont te dire oui, c'est dans ta tête. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Tu lui pètes sa guérison déjà. Si on te dit c'est dans ton cerveau, on n'a pas de remède, c'est à toi ça change tout. Parce qu'en fait, comment tu vas prendre ta maladie, ça va changer toute la trajectoire de ta maladie en fait. On peut pas guérir tout le monde, ça c'est pas vrai. Par contre, on peut apprendre à vivre avec nos maladies, à baisser certaines douleurs et pour certaines en guérir complètement. Mais il faut pas regarder le temps, il faut pas se mettre d'objectifs, oui, dans 6 mois. Puis le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai essayé ça. C'est ça le Ouais. problème, tu as essayé. En fait, c'est dans la régularité, puis un beau jour tu te réveilles, ah, j'ai plus mal. Ah, Oui. deuxième jour, j'ai plus mal. Tu vois? Et Et c'est c'est super là intéressant. que tout change. Donc vraiment, c'est la régularité de tous les protocoles que j'ai mis dans mon livre. C'est pas juste penser, juste ça, c'est tout. L'alimentation, elle joue sur ton état de stress, elle joue sur tes articulations, ça joue sur tout. On se rend compte aujourd'hui, en travaillant sur le microbiote, que c'est l'avenir. Hein. On se rend compte que sur les maladies psychiatriques, la Oui. dépression, tu vois, même pour les schizophrènes,
il y a un lien avec le microbiote. Donc, tu vois, si on changeait l'alimentation des schizophrènes, puis qu'on les supplémentait en vitamines, on ne guérit pas un schizophrène, d'accord? Ben, ils pourraient baisser leurs traitements, qui sont quand même conséquents, et vivre mieux. Ensuite, si on commence à s'y intéresser pour tout ce qui est borderline, TDAH, tu vois, on commence à Mhm. regarder ça. L'alimentation, le microbiote, pour moi, c'est l'avenir de la médecine, hein. Il y a forcément une forme de colère qui va avec tout type de relations injustes, Mm. manipulations, de traitements sectaires, etc. J'imagine que à la suite de ce que tu me dis là, si jamais on, si jamais on garde de la colère, on garde du cortisol en soi, Ouais. et on repousse. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir de colère face à, par exemple, des parents qui ont des gens qui ont éliminé ta mère? Comment est-ce qu'on fait pour enlever cette colère-là? Et que ce soit dans ton cas, que ce soit pour quelqu'un qui était trompé par Mhm. son conjoint, que ce soit pour quelqu'un qui a vécu un abus financier, physique, mental. Comment est-ce qu'on enlève cette colère de manière à pouvoir guérir à nouveau et à redevenir plus brillant qu'avant? Alors, c'est un long chemin, d'accord, de résilience et de travail sur soi. Ben, j'ai remarqué que ça me desservait d'être en colère, parce que finalement, ceux pour qui on est en colère, ils s'en foutent, ils sont même pas devant toi. Et en étant en colère, c'est moi qui me rendais malade. Tu vois? Donc, je me suis dit un jour, de toute façon, à quoi ça sert de rester en colère? Donc, j'ai travaillé sur la colère, pardon, en découvrant que la colère te rend malade. Comme la Oui, tristesse. En fait, les trois pires émotions, c'est quoi? C'est la colère, la tristesse, tu vois? C'est les deux pires émotions, finalement, qui vont te rendre malade. Puis après, tu peux encore ajouter la jalousie, les machins. Donc, la colère, c'est vraiment, alors c'est quand même mieux que la tristesse, parce que tu agis. C'est vrai que la tristesse, tu fais rien. T'agis pas forcément tout le temps. La colère te détruit. La colère te détruit de l'intérieur. Donc je vomissais moi le matin. Vraiment, je vomissais tous les jours. Tellement j'étais en colère. Et mes colères, en plus, elles déclenchent des phénomènes dans la matière, moi, comme je l'expliquais. Je oui. fais ouais, de la psychokinèse. Donc un jour, je me suis dit que j'avais envie d'être heureuse, en fait, tout simplement, et que ça servait à rien de partir en guerre contre moi ou contre les autres. Mais ça m'a Oui. demandé un long travail, hein, de résilience, et de me dire que j'ai envie d'être heureuse, et ça ne sert à rien. Et j'ai transformé ça en force et en transmission pour les gens, tu vois. De me dire, en fait, je peux aider les gens avec mon parcours. Et c'est la résilience, c'est vraiment la résilience. Euh, dans la vie, il faut avoir des objectifs. C'est ce qui m'a sauvé moi, si j'avais pas eu de projet. Bon, moi, je suis quelqu'un qui allait penser en arborescence, tu vois, vu ma neurodivergence. Mais je pense que Vu ton profil, ouais. ouais, ce qui nous sauve, vraiment tout le monde, c'est d'avoir un projet, hein, peu importe lequel, hein. Mais d'avoir des projets, c'est ça, c'est ce qui va te sauver Donc dans tu ta vie. confirmes aujourd'hui, on peut être réellement plus heureux Ouais. après avoir traversé l'enfer. Oui, tu sais, comme j'explique dans mon chapitre sur la résilience, par exemple, moi, je l'ai développé, j'adore faire du montage vidéo, tourner un film, tout ça, j'arrive à le faire, tu vois. Et en fait, je mets en image ma souffrance. Je crois que c'est Terry Amos, elle a été violée, elle a fait une chanson de son viol. Donc, en fait, c'est d'en faire quelque chose de cette souffrance. Et Oui, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens bien plus heureuse que les gens qui ont vécu ça de mon histoire. Mais parce que j'ai vraiment ce goût d'y vivre, j'aime la vie et je suis morte pour renaître. Et même la secte, j'en veux à personne aujourd'hui, ni à TF1, ni à personne. Parce que j'ai trouvé ma paix intérieure et que la plus belle revanche sur la vie, c'est d'être heureux. c'est clair. Tu vois? Et tous ceux qui m'ont emmerdé finalement, aujourd'hui, de me voir heureuse, c'est une revanche sur la vie. Mais j'en veux à personne et j'ai jamais voulu. Bah, quand j'étais enfant, oui, hein, je voulais retrouver les gens, je voulais les tuer. Bon, voilà, t'es ado, forcément que tu es révolté. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'animosité. J'aime être heureuse. Je me réveille le matin, je suis heureuse, j'ai la gratitude. Et j'ai travaillé sur la gratitude qui est aussi étudiée en sciences, hein. C'est pas un truc spirituel, la gratitude. En fait, la gratitude transforme tes circuits dans le cerveau. Et puis, tu sais, Oui. quand tu commences à changer, tu vois le négatif quand t'es pas bien. Mais quand tu commences à changer tes circuits, ton cerveau, il va avoir les opportunités que tu voyais pas avant. Donc, c'est vraiment J'aime important. bien ta méthode, j'aime bien ta façon de faire. J'ai un petit point de divergence avec toi Ouais, vas-y. sur la psychologie. Tu dis que, en fait, il y a une partie. C'est le seul point où je suis Ouais, vas-y, je t'en prie. un peu différent de toi. Tu dis que la psychologie vient réancrer du négatif et du passé dans notre tête et qu'il faut mieux l'oublier et passer à autre chose. Moi, je pense qu'il y a parfois, il y a quelques pelletés de merde à venir chercher dans notre cerveau, à Ah venir oui, déterrer, à comprendre. Et une fois que tu as compris un peu tout le passé, que tu as du sens, en effet, tu peux aller de l'avant beaucoup plus vite. Mais sinon, pour tout le reste, j'aime bien ça. Faire être chacun l'acteur
le propre dessinateur de son avenir, Mmh. se faire confiance à soi, trouver éventuellement un prestataire, comme toi tu l'as fait, comme certains Voilà, peuvent passer par du coaching, comme moi-même je passe par des psychologues, des coachs pour m'accompagner voilà. au quotidien, ou par des amis tout simplement, hein, ou Oui, par un livre, ou par des vidéos. C'est trouver son propre chemin et dessiner son propre plan, parce que le plan de chacun finalement est assez unique. Ton plan absolument. et ta souffrance et tes expériences sont différentes des miennes et des autres et de notre nature biologique. J'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur les aliments qui enflamment. J'ai découvert il y a très peu de temps de ça, il y a peut-être moins d'un an, qu'il y avait une prise de sang qui permettait de savoir quels étaient les aliments Oui, qui nous rendaient allergiques. Ça s'appelle le test des 100 allergènes, 100 aliments. J'ai plus le nom précis. oui, Et en une prise de sang, tu peux savoir sur 100 aliments, quels sont ouais, ceux qui te rendent allergique. Et donc, changer un tout petit peu ton alimentation, parce que un corps qui est enflammé de manière chronique va créer forcément une maladie ou pire derrière. Donc, oui, savoir ce qui t'enflamme. exactement. Tu vas même enflammer ton cerveau. Ouais. Regarde, les gens ne savent pas. Si tu as pas de vitamine D, d'ailleurs, 70% des gens sont en carence en Europe de vitamine D, hein. Ah oui? Ouais. Et si tu en as pas de vitamine D, tu es très bas, tu peux faire un burn-out, une dépression, tu vois? Donc, les vitamines, tout. Alors moi, j'ai rien contre, attention, la psychiatrie, la psychologie, il y a des très bons psys, voilà. Juste que c'est encore très freudien, hein. Oui, ça change aussi C'est un en train peu, de puis changer un petit peu. ça C'est change un en petit peu, ouais. Voilà, c'est encore très Et se freudien faire et son moi je programme, se mettre son plan en place. Et tu as raison que je pense que tout prend son sens après, quand tu arrives à transformer cette horreur en quelque chose de vertueux. Et je pense qu'on absolument. peut prendre n'importe quel tas de merde sur Terre et le transformer en un truc où Oui, il pousse une fleur dessus à la fin. exactement. Et moi, de toutes mes mésaventures humaines, j'essaye d'inspirer comme toi, j'essaie Ouais. d'inspirer. Moi, c'est à ma manière, moi, c'est sur YouTube. Toi, c'est dans des livres, dans des émissions. Oh, je D'essayer suis beaucoup d'inspirer sur les autres TikTok, pour, moi. Beaucoup sur Facebook et je TikTok. mettrai les liens dans la vidéo pour ceux Ouais, je qui. suis en train de T'as reprendre quelque chose YouTube. qui est très touchant, qui est très humain, que je trouve super chouette. Tu es très accessible aussi. Je sais pas, Oui, tu t'arrives pas en mettant un dialogue de faut faire comme ceci ou comme cela, et c'est comme non, ça ou rien. C'est non, voici quelques pensées, quelques pistes de progression pour la voilà. suite. Suivez-les si vous voulez. Si vous n'avez pas envie, faites différemment, mais ça vous regarde. Et je suis tellement content que tu sois venu sur cette chaîne aujourd'hui. Merci. J'ai une dernière question Oui. qui est une question piège pour faire pleurer les gens. Qu'est-ce, Attention, qu'est-ce, hein. qu'est-ce, qu'est-ce que ta mère dirait de toi aujourd'hui si elle te voyait comme ça? Ah, ma mère, elle me dirait: «Je suis fière de toi, ma fille». Je suis toujours en contact avec ma mère, hein, tu sais? Malgré qu'elle soit plus là. Je sais qu'elle est fière de moi et si vous voulez une petite anecdote, moi, je ne peux pas capter ma mère pour moi, je suis obligée d'aller voir une consoeur qui est très forte. Ma mère, depuis 15 ans, elle m'aide parce qu'au début, j'avais un site où je voulais aider les gens, mais je prenais des Oui, gens comme toi et moi, je me montrais pas, on savait pas que c'était moi. Je me suis fait tirer les ficelles et puis elle m'a dit: «Tu vas te montrer, tu vas te montrer» et ma mère me guide depuis 15 ans comme ça et je sais qu'elle est fière de moi et des fois, je me fais engueuler, hein. Je dis: «Oui, quand je suis tombée malade, elle m'a dit: «Tu sais pourquoi, tu es malade? Parce que tu es obtus». Elle m'a dit ça depuis là où elle waouh. est. «Tu es obtus, on t'a coupé l'herbe sous le pied pour que tu prennes ta voix maintenant». Tu vois? Il y avait aussi une partie un peu, voilà. Donc ma mère, je sais qu'elle est fière de moi et ça, je trouve tu sais, j'ai eu une maman qui m'a quand même toujours soutenue. Moi, quand j'ai fait DJ, tu imagines, dans ma famille, c'est des politiciens, des médecins. Laisse tomber, je suis la marginale de la famille, hein. Ils voulaient que je fasse la politique. Ben, ma mère, Ça elle était m'étonne fière de pas, ouais. moi. Elle était fière de moi, ma mère, tu vois? Je vais mettre le lien vers ton livre pour que les gens puissent le consulter. Si jamais Oui. ils veulent te retrouver après ça, te parler, tu m'as dit qu'il y a TikTok. Ton site existe toujours? On peut te contacter dessus? Alors, moi, j'ai bloqué un peu tous mes réseaux parce que je me faisais harceler par les gens, mais on peut m'écrire sur Instagram. C'est le compte que j'ai laissé ouvert sur Ok. Instagram. Est-ce que tu proposes des services? Est-ce que tu proposes de l'aide? Comment ça se passe Alors avant, je aujourd'hui? faisais beaucoup de coaching, tout ça. Maintenant, j'ai arrêté, mais j'accepte quelquefois des gros cas. Quand vraiment il y a des cas où les gens Si ça a pu souffrent du marcher, ils gouffre. t'appellent, lève-toi et marche, et ça peut le. Oui, en fait, j'accepte vraiment les gens qui sont traumatisés. Avant, j'ai des... bon, je travaille encore avec les personnes qui vivent des facultés et qui comprennent pas. Parce que c'est pas évident hein, quand tu as des facultés puis dans une famille de cartésiens. Ouais. C'est une horreur. Donc ceux-là, je les prends encore pour les guider, hein, pour leur expliquer l'acceptation. Et puis je prends encore des gens malades, hein, des gens malades ou des gens qui vivent des gros traumatismes parce que je sais que je peux les aider. Voilà. Mais maintenant, je fais un peu moins de séances parce que j'ai vraiment envie de transmettre dans des livres et puis de T'as voilà raison, comme ouais. toi tu le fais.
Parce que moi, j'ai besoin de faire des choses qui me nourrissent aussi, tu vois? Bien sûr. Voilà, mais quand je peux, je réponds aux questions ou je fais une vidéo. J'aime bien communiquer avec Oui. mon public, donc je leur réponds Des en lives, vidéo, toi c'est aussi, tu plus fais des simple. lives ou non? Comment ça? Alors je fais de temps en temps des lives sur Facebook. J'en fais maintenant, j'ai décidé de reprendre parce qu'on m'a OK. demandé. Donc Donc on dès que tape le livre Frédéric sort. Frédéric Shine et on tombe sur toi. Oui, voilà, sur Facebook, TikTok. Je suis beaucoup sur TikTok, Facebook. Insta, maintenant, j'essaie d'aller un peu plus. J'essaie de reprendre ma chaîne YouTube. C'est pas facile d'être partout en même temps aussi. Mais sur TikTok, quand quelqu'un me pose une question, ben, je peux lui répondre en vidéo. Donc c'est plus simple pour Oui. la personne que d'écrire. C'est plus humain aussi, je trouve, en fait, finalement. Et puis tu peux passer à côté de quelque chose, je trouve, quand tu écris. Donc je suis assez accessible, voilà. Mais dans la limite, parce que tu dois savoir ce que c'est quand tu te fais envahir. Tu reçois 300 Bien messages par sûr. jour. Je peux pas répondre à tout le monde. Des fois, je me fais engueuler. Ouais, elle m'a pas répondu. Je peux pas, hein, je peux pas. Donc dans la limite du raisonnable. Mais Tu es pleine de vie. Je trouve que tu es un message d'espoir pour tous ceux qui ont vécu les pires atrocités. Tu as merci. vécu probablement bien pire que nous tous. Ben, Je en pensais fait, être la référence basse en termes d'emmerde de vie. Je découvre. Je ne suis plus que au choix de deuxième ou l'avant-dernier dans les emmerdes dessus. Bravo. J'ai beaucoup de copains qui me disent parfois, Antoine, comment est-ce que tu as pu survivre à tout ce qui t'est arrivé dont je parle pas au passage. oui, Toi, oui, t'arrives à en parler. Moi, je parle j'arrive jamais pas. de ma propre vie. C'est Mais mes vrai. copains me disent ça. Et tout d'un coup, même pour moi, t'es un message d'espoir dingue. Et j'ai une vie plus heureuse aujourd'hui que ce que j'ai jamais eu de ma vie. Le fait de sombrer Ouais. m'a probablement permis aussi de rebondir vers le fond de l'océan, tout au fond, Mais tu vois, et on de a le même remonter discours, derrière. hein. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, j'arrive à dire, je remercie mes problèmes de santé et je remercie mon passé. Alors les gens vont se dire, mais elle est folle, qui voudrait vivre ça? Parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, avec les connaissances que C'est j'ai, vrai, ouais. et je vais aller encore plus loin. Pour être vraiment heureux, toucher le nirvana, il faut avoir bouffé sa terre. Tu ne peux pas, sinon c'est pas cette même euphorie que tu as quand tu n'as pas vécu des problèmes. Je suis pas la J'hésite seule à te dire entre. ça. j'- Écoute, j'hésite entre deux choses. Je te regarde un peu plus pour les passionnés qui va aller jusqu'au bout de la vidéo. On a déjà perdu trois quarts là-dedans, mais il y a un mec disait hier dans un podcast, il dit ce qu'on appelle avoir un caractère, c'est juste une suite de blessures cicatrisées. Et il dit les Mhm. gens de notre société appellent ça avoir du caractère. En fait, non, ils sont juste traumatisés. Ils s'en Ouais, sont mis aussi bien que possible. Ça c'est une façon de voir la chose que ouais, je n'aime pas, mais qui est peut-être vraie en fait, mais que je n'aime pas. Je préfère me dire, je suis aujourd'hui comme toi, je suis qui je suis grâce à toutes mes blessures. ouais. J'ai réussi à remonter des choses incroyables. C'est parce que j'ai vécu des choses extrêmement dures que j'arrive à être aussi chouette aujourd'hui. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, je sais pas si on voit précisément la différence entre les deux points de vue, mais il y a un point de vue il y a un point de vue qui est assez négatif et un autre qui est assez positif. Mhm. Et finalement, tout reste une question de choix. C'est qu'est-ce que je choisis de voir quand je pense à mes blessures? Est-ce que je choisis de voir une chance ou est-ce que je choisis de voir la pire chose qui me soit arrivée et que je m'en mettrai jamais? Et quoi que tu penses, tu auras raison. Si tu penses que tu t'en mettras jamais, tu auras raison, tu t'en Ah mettras oui, jamais. ton Si tu cerveau va penses qu'au exécuter, contraire, ton cerveau. tu vas réussir et tu vas cartonner, tu vas réussir. Quoi que tu penses, tu auras toujours raison par rapport à ça. Ben oui. En fait, quand tu donnes un ordre à ton cerveau, et comme tu l'as si bien dit, on a le choix. On a toujours le choix. On a le choix de Voilà. décider. C'est un message qui est dur parfois pour les gens à entendre, j'ai le choix. Mais non, j'ai pas le choix, hein. Mais si, tu as toujours le choix. Tu as le choix, comme tu dis, de voir ton passé comme un fardeau ou de le transformer. Et puis, tu vois, quand on en revient à ce que j'ai dit, la neuroplasticité du cerveau, en faisant ça, bah, ton cerveau, il voit les opportunités après, que tu étais incapable de voir avant. Tu peux même voir des choses que les autres ne voient C'est pas. vrai. Donc, moi, je trouve que tu es dans la même dynamique que moi, tu es solaire, voilà. Ouais, ouais. Alors, oui, il y en a qui vont pas se remonter parce qu'ils n'ont pas fait ce choix. Et cette histoire, oui, alors moi, j'ai du caractère. Heureusement que j'ai développé ce caractère. Parce que sinon, je J'aime serais bien plus ce là. caractère TDAH. Au milieu de Ah, je l'interview, suis pas TDAH. au milieu de l'interview, j'ai une goutte de transpiration. Je me suis dit, ça va être compliqué. Tu Non, sais, non. il y a une question et t'as l'esprit en arborescence qui Ouais, part je directement t'explique, je suis dans pas 10 trucs. TDAH, je suis Et- multipotentiel et puis hypersensible. Alors, ouais. multipotentiel, moi j'ai les pensées en J'ai arborescence. un peu de Pardon. transpiration. Je me suis dit, putain, on va avoir du mal à cadrer le truc. Et tu t'en es sorti à merveille. T'as vu, Bravo. ça va, hein? On se reprend, Bravo. neurodivergent. C'est pas- On se comprend tout à fait. Ouais. Un immense merci Frédéric pour ton Merci à temps toi. aujourd'hui. Je mets le lien vers ton livre qui Merci. s'appelle Silence, je reprends le contrôle de ma vie, qui est à la fois autobiographique, il y a une partie pour ça, qui à la fois donne plein de conseils de résilience pour s'en sortir et pour remonter la pente. Et tu m'as dit dedans, avant l'interview, tu m'as dit quoi qu'on cherche,
On va trouver plein de choses dedans. Et ce sera une Oui, espèce de patchwork, de pot pourri, de plein de conseils. Certains ont aimé la partie autobiographique, d'autres ont aimé les conseils. il y a une partie Et, scientifique. La troisième partie, et c'est la partie qui est scientifique. la partie scientifique. Voilà. Et Je pour pense qu'il y en a m'éviter pour tous les goûts. voilà, et pour m'éviter tout type de procès après, cette vidéo n'engage personne, personne n'a été critiqué. On vous aime tous dans tous Bien les cas. sûr. Que vous soyez gentil ou méchant, on vous aime tous. Exactement. Moi, je suis en pâte. Moi, j'aime tout le monde, hein. Voilà, il n'y a aucune animosité Jamais. vis-à-vis de personne. Jamais. Un immense merci pour ton temps. Merci à toi, Antoine. À Merci, je bientôt. t'embrasse. Embrasse tout le monde. Salut, Bye bye. bye.